Bonjour à tous. Très bien, je vous propose qu'on démarre. Donc bienvenue à tous, merci de vous être connectés pour le Café e-Santé. Aujourd'hui, on va parler, du taux de qualification de l'INS. Alors avant qu'on démarre, dans le vif du sujet, quelques petits rappels. Déjà, on enregistre, cette présentation. Ensuite, on a fait en sorte que vos micros soient coupés le temps de la première partie. Donc en première partie, ça va être très descendant. On laissera à la fin un temps pour les questions-réponses où on réactivera les micros si besoin. Mais voilà, pour éviter les bruits de fond parce que vous allez être assez nombreux, on a préféré tout désactiver pendant la présentation. Et donc on vous invite à poser vos questions dans le chat. Soit on y répondra, en direct pendant la présentation, soit on y reviendra pendant la séance questions-réponses. Du coup, sur l'ordre du jour aujourd'hui, donc on a Caroline Bétoum et Céline Vierge, qui sont chefs de projet au sein du GCS SARA, qui vont vous parler rapidement méthodes et outils autour de la qualification de l'INS. Et ensuite, on laissera la parole à Sylvie Massé des HDL des Hôpitaux du Léman et Jenny Charpie-Pernin du Centre hospitalier du Mont d'Or pour nous faire part de leur retour d'expérience, puisque ces deux établissements ont été pilotes avec nous pour justement construire la méthode et les outils. Voilà, donc je ne parle pas plus et je laisse la main à Caroline et Céline. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux. Alors on voulait vous faire part de notre retour d'expérience concernant notre projet d'accompagnement expérimental qu'on a mené début d'année. Et donc on voulait vous partager un peu comment on a organisé cette expérimentation, les résultats qu'on a obtenus et vous partager un peu tout ce qui s'est passé côté établissement. Donc déjà, pour commencer, les objectifs de ce projet d'expérimentation, on était dans le cadre du programme SUNES et on se demandait côté région avec l'ARS comment on pouvait accompagner encore plus les établissements de santé autour de l'alimentation du DMP, sachant que le frein majeur était la qualification de l'INS. Donc on a voulu vraiment identifier les difficultés terrain des établissements et essayer de voir un peu si on ne pouvait pas mettre en place des plans d'action qui soient adaptés à chaque établissement en vue donc d'une amélioration de la qualification de l'INS et derrière, bien, par conséquent, une augmentation du nombre de documents qui seraient alimentés dans le DMP. Donc, pour cela, on s'est organisé de la manière suivante. On a choisi 2 établissements pilotes dans la région et avec une activité et une taille bien différentes qu'on vous présentera tout à l'heure. Et ces 2 établissements utilisent la PFI SARA, ce qui nous a permis de nous appuyer sur nos outils, notamment notre offre au centre, pour avoir toutes les traces nécessaires et pouvoir se concentrer sur certains dossiers. Donc, on s'est basé vraiment sur nos extractions de la PFI et on a travaillé aussi avec les extractions de la GAP des établissements. On a travaillé avec le téléservice INSI, le DMP, le dossier patient. On s'est appuyé bien sûr sur tout ce qui est référentiel NIV, tout ce qui est documentation de communication et d'utilisation autour de mon espace santé. Ce projet expérimental a duré 4 mois, de fin décembre à mi-avril 2024. On a eu en tout, avec les établissements pilotes, 4 réunions de suivi. Et donc, je vais vous détailler un petit peu plus comment s'est déroulé le process de ce projet expérimental. Donc, il a commencé, je vous disais, mi-décembre. Il y a eu des grandes phases. Donc, on l'a découpé en phases pour vous donner une idée de comment était organisé le projet. Il y a eu en tout 2 échantillons qui ont été faits. On a fait pour chaque établissement 2 échantillons. Un premier échantillon qui a initialisé le projet. Et on s'est basé en fait sur une extraction des traces qu'on avait au niveau de la PFI, des retours du DMP, pour ne se concentrer que sur les patients qui n'avaient pas, pour lesquels il y avait un document qui était destiné au DMP, mais qui n'avaient pas pu
être transmis au DMP du fait qu'il n'y avait pas d'INS qualifié. Donc, on s'est vraiment concentré sur du concret et des impacts directs sur le DMP. Donc, on a eu un échantillon de patients concernés qu'on a préparé côté GCS Sarah et qu'on a transmis ensuite à l'établissement, à chaque établissement, qui a dû mener son enquête et essayer de voir pourquoi, pour chacun de ces patients, l'INS n'avait pas pu être qualifié. Donc, il y a eu des choses qui ont été vues avec le bureau des entrées, enfin avec les agents du front office, qui ont été analysées avec le back office, etc. Et ensuite, donc, on a fait une première réunion avec les établissements, avec chaque établissement, et on a pu parcourir avec eux l'ensemble des causes qui avaient impacté la non-qualification, enfin qui avaient engendré la non-qualification de l'INS de ces patients. On a parcouru chacune de ces causes et on les a classées en grandes catégories. Donc parmi ces grandes catégories, on en a choisi 3. On en a choisi 3. Il y a donc la catégorie technique, donc pour tous les problèmes qui relèvent vraiment de discordance ou de problèmes d'erreur, etc. Donc on les mettait, on les rangeait là-dedans. Après, il y a eu tout ce qui était de type organisationnel. Donc, dans ce qui était organisationnel, on rangeait, par exemple, les patients qui n'avaient pas pu transmettre une pièce d'identité ou qui avaient une pièce d'identité avec eux qui était non validante. Ou alors le fait, par exemple, qu'on manquait de temps au niveau du front office et qu'on n'avait pas pu aller jusqu'au bout de la qualification par manque de temps. Et la troisième catégorie, c'était plutôt des problèmes de type formation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une étape dans la qualification de l'INS qui n'avait pas été faite par manque de connaissances, de compétences, on va dire, enfin d'usage du process dans la GAP. Et donc, on rangeait là-dedans vraiment tout ce qui aurait pu être fait dès le front office et qui n'avait pas pu être mené comme action parce qu'il y avait un manque de formation sur le personnel. Donc, une fois ces catégories faites, on a défini un plan d'amélioration. Pour chaque type de catégorie, on a défini toutes les solutions qui nous venaient en tête. Et là, ça a été vraiment une réunion avec un gros brainstorming et une implication à la fois de l'établissement, mais aussi de la région. L'ARS était présent, nous aussi côté Sarah, et donc chacun donnait ses idées et on a essayé de voir ensemble lesquelles étaient réalisables et dans quelle mesure, en termes de priorité, de planning, et de difficultés opérationnelles, on pouvait les prioriser dans le temps. Donc, une fois qu'on avait fait ce plan d'amélioration, on a laissé un peu du temps à l'établissement, chaque établissement, pour mener en place les actions qui pouvaient être menées à court terme. Donc, ils ont eu environ 1 mois et demi pour mener un certain nombre d'actions qui étaient à leur portée. Et ensuite, une fois ce 1 mois et demi écoulé, on a refait un deuxième échantillon dans lequel on a pu à nouveau réanalyser côté établissement les causes de non-qualification. On les a recatégorisées. On a pu comparer ensuite tout ce qui était premier échantillon, deuxième échantillon. Et on a suivi, en fait, on a fait un suivi avec une troisième réunion avec les établissements. On a pu voir l'avancement de chaque mesure du plan d'amélioration qui avait pu être menée, ce qui coinçait, les freins, ce qui restait à faire et la pertinence de ces mesures, leur portée, est-ce qu'elles touchaient un maximum de patients, est-ce que on était satisfait pour le moment de ce qui avait été fait sur cette mesure et est-ce qu'on avait encore espoir à la poursuivre dans l'avenir et poursuivre les efforts s'il y avait encore des choses à faire. Et donc, tout ça nous a conduit à un bilan qui termine en fait le déroulé de ce projet expérimental autour de l'amélioration du taux de qualification de l'INS. Donc maintenant, on va laisser
On va vous présenter les pilotes déjà. C'est ma collègue Céline qui va vous présenter chaque établissement et les intervenantes, nos référentes, en fait, nos interlocutrices pendant ce projet expérimental qu'on remercie encore vivement pour leur temps et pour leur collaboration. Et donc, on va mener ça sous forme d'interview et puis après, on reprendra à la fin de cette présentation pour vous résumer un peu les mesures clés et les actions qui seront prochainement menées sur le sujet en région. Merci Caroline. Bonjour à toutes. Donc effectivement, comme on vous a présenté au début de ce e-café, on a eu la chance d'avoir 2 pilotes différents avec des structures assez différentes. Donc je remercie Madame Charpie et Madame Massé qui sont avec nous aujourd'hui. Alors normalement, on a des petits problèmes de connexion, je pense, pour Madame Massé. Donc on va voir si on arrive à faire l'interview à 3 voix. Donc Madame Charpie-Pernin est du CH du Mont d'Or, qui était notre premier pilote, et Madame Massé des Hôpitaux du Léman. Donc je propose qu'on commence par vous, Madame Charpie-Pernin. Si vous pouvez nous présenter un peu votre établissement, voilà les principaux points, le nombre de passages par mois, etc. Le type de patients qui sont accueillis. Bonjour à tous, donc Jenny Charpie, donc je suis responsable du bureau des entrées au centre hospitalier du Mont d'Or. Donc on est un établissement, une capacité autorisée à peu près de 600 lits. On a un secteur sanitaire et un secteur médico-social. Sur le secteur sanitaire, on a de la médecine, des lits identifiés soins palliatifs, du SMR, des lits du SLD, une équipe mobile gériatrique à compétences psychiatriques, 10 places d'hôpital de jour, une consultation mémoire et une consultation spécialisée. On a 352 lits d'EHPAD. Donc, on fait environ 300 entrées par mois, tout secteur confondu. On a obtenu en 2022 le label hôpital de proximité. Donc, on est en train d'adapter notre offre de soins sur le territoire. Et au niveau des ETP, j'ai 2 ETP sur le sanitaire en tout. Sur le bureau des entrées, j'en ai 5,5, mais sur la partie sanitaire, admission et facturation, ça fait 2 ETP. On utilise comme gap Pastel le DPI Zili. Et voilà ce que je peux vous dire. Très bien, merci. Est-ce que Madame Massé, vous êtes avec nous du coup? Alors, j'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien, parfait. Ah, voilà, on voit aussi. Et vous me voyez également? Bon, voilà, parfait. très bien. Tout à fait. Ok, bon, donc bonjour à tous. Donc, je suis Sylvie Massé, la responsable des admissions aux hôpitaux du Léman. Donc, c'est à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie, et c'est très proche de la frontière suisse, en bord du lac, n'est-ce pas, Léman. Donc nous, on est un établissement un petit établissement, un centre hospitalier classique, MCO particulièrement, avec beaucoup d'entrées aux urgences par jour. Hein. On fait environ 10 000 entrées par mois et la porte d'entrée est à 50% par les urgences. On a beaucoup de travail en saisonnalité avec le ski à côté et puis toutes les activités nautiques et de VTT également en montagne sur le lac. Là, donc nous on fait, les séjours sont assez courts, hein, en général c'est 2,6 en moyenne générale. Et puis dans mon service, j'ai mon effectif, donc une dizaine d'équivalents temps plein en front office, avec 7 guichets d'ouvert pratiquement tout le temps, et puis 3 personnes en back-office. Et c'est important cette organisation, on le verra après pourquoi. Voilà. Notre système d'information, c'est la GAP, la gamme de Maincare. Notre DPI, c'est Easily, et voilà. On fait de tout, hein, des hospitalisations d'urgence programmées, de l'HAD. Là, on a aussi des maisons de retraite, 3 maisons de retraite accolées au centre hospitalier. Et puis donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, on est soumis à la saisonnalité et on a beaucoup de vacanciers. Donc,
On crée environ, là j'en suis à plus de 5000 nouveaux patients cette année-là. Donc on voit, merci, on voit que vous avez quand même deux structures qui sont assez différentes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut appliquer quand même la même méthode pour ces deux établissements. Vous aviez chacune des problématiques différentes au niveau de la qualification de l'INS. Est-ce que vous pouvez nous préciser quelles étaient ces problématiques, quelles ont été celles qui ont été mises en évidence par l'expérimentation, s'il y en avait que vous connaissiez déjà auparavant en fonction du type de patient, par exemple, que vous accueillez? Madame Charpy, peut-être? Oui, donc au CHMO, on accueille principalement un public de plus de 60 ans en provenance d'autres établissements de santé ou du domicile. Très souvent, quand ils sont adressés par les établissements de santé ou même du domicile, ils viennent sans leur papier d'identité. Donc, on a des difficultés à faire des admissions, à s'assurer de la bonne identité du patient. Donc, la plupart du temps, on fait une admission à partir d'un bulletin de situation quand on en a un. Donc, et on a l'établissement, en fait, il est pavillonnaire, donc les bâtiments sont dispersés. On a un accueil administratif dans un bâtiment à part à l'entrée, donc les ambulanciers ne s'arrêtent pas forcément. On ne voit pas forcément les patients parce que c'est des patients de plus de 60 ans, donc on essaie de faire revenir après coup les familles, d'où on a une grande difficulté à qualifier l'INS le jour de l'admission. Très bien. Et vous, Madame Massé, du coup, quelles étaient vos difficultés? Alors nous, nos difficultés, la première, c'est le constat de peu de pièces d'identité qu'on arrivait à récupérer, qu'on n'arrive pas toujours d'ailleurs à récupérer. Donc ça, c'était vraiment une cause de non-qualification de l'INS, hein, pas de pièces d'identité, pas de pièces d'identité numérisées. Donc ça, c'est le premier constat qu'on avait fait. Le deuxième constat, c'était des qualifications qui étaient impossibles. Mais on a travaillé justement avec le GCS Sarah et on a mis en place les petites astuces qui m'ont été communiquées lors de ces groupes de travail. Et donc là, ça nous a permis de nous améliorer. Donc voilà, par exemple, rajouter un petit A au prénom pour étendre à plusieurs bases les recherches de l'INS et pouvoir le qualifier. Par exemple aussi, jouer avec les codes postaux. Donc, on sait qu'à Paris et toute la région parisienne, maintenant, les codes postaux ont été modifiés. Et donc, lorsqu'on fait l'appel INSI, on supprime le code postal et ça nous permet de trouver l'INS beaucoup plus facilement. Voilà. Les grandes villes, hein, particulièrement Paris, Marseille, Lille, sont concernées. Et également aussi des territoires qui ont été français pendant quelques temps. Je pense à l'Algérie, au Maroc, où on a eu beaucoup de problèmes de qualification. Et là, ça se résout et ça nous a permis de réaugmenter notre taux de qualification. Oui, et vous aviez aussi des difficultés, il me semble, au niveau de l'accueil des patients. Vous aviez très peu de temps pour l'accueil. Voilà, c'est ça. J'ai un turnover assez important au sein du service, des guichets qui sont peu nombreux, je pense, par rapport à l'activité que nous avons, notamment en haute saison. Et donc, forcément, pour pas prendre trop de retard pour les consultations des médecins, on avait tendance à faire des entrées un peu rapides et pas forcément prendre le temps de qualifier les INS. Donc ça a été aussi démontré par ce groupe de travail. Très bien. Donc vous avez déjà parlé de quelques mesures du plan d'amélioration qui ont été mises en place, comme l'utilisation des astuces au niveau de la qualification. Est-ce que vous avez mis en place d'autres mesures qui vous ont semblé efficaces, qui ont apporté des résultats positifs? Peut-être Madame Charpy au CH du Mont d'Or? Au niveau du plan d'amélioration qu'on a mis en place, c'est déjà une formation des agents du bureau des entrées à l'INS. Ils avaient été formés assez rapidement, mais ça a permis déjà leur donner les astuces que le GCS Sarah nous a appris, mais aussi leur expliquer l'importance de l'INS. C'est-à-dire qu'un INS qui n'est pas qualifié avant la sortie du patient, ça veut dire une ordonnance ou une lettre de liaison qui n'est pas envoyée sur le DMP. Et c'est toujours important d'expliquer aux agents pourquoi ils font ça et l'intérêt. En général, on a beaucoup plus d'adhésion à ces nouveautés qui arrivent.
Ça a permis de faire des rappels. Par exemple, nous, vu qu'on a un établissement de soins de suite avec le SMR, de récupérer par exemple des éléments administratifs sur les dossiers de trajectoire. Donc, j'ai fait un rappel sur les bonnes pratiques. J'ai donné les bonnes pratiques, c'est-à-dire bien saisir tous les prénoms. Vigilance aussi sur les anciens dossiers, parce que quand on a mis en place l'INS, il y a des patients qui sont revenus et on n'était pas encore à l'INS. Donc, il a fallu revenir, rajouter tous les prénoms, faire attention au lieu de naissance. J'ai mis aussi en place une revue hebdomadaire à partir d'une requête Business Object c'est une extraction de la file active, donc des patients qui sont présents, qui nous permet de savoir si on a des personnes à prévenir, si on a une pièce d'identité, si l'INS est qualifié. Et en fonction, on va chercher soit dans notre DPI des personnes à prévenir pour essayer de récupérer les pièces d'identité si on ne les a pas. Ça nous permet d'aller voir pourquoi l'INS n'a pas été qualifié automatiquement en front office. Enfin, voilà, ça nous permet tout ce travail-là et on a mis ça en routine toutes les semaines et c'est la personne qui est au front office qui est en charge de cette mission. Et on a aussi mis sur nos bulletins de situation le QR code de l'INS qui permet à l'établissement, par exemple, de provenance de savoir si on a pu qualifier ou pas l'INS à un moment donné. Et nous, ça nous permet, en tout cas, quand on est établissement receveur, ça nous permet, si on reçoit un bulletin de situation avec le QR code et un INS qualifié, ça nous permet de les appeler pour récupérer, par exemple, des papiers d'identité pour pouvoir qualifier notre INS. Voilà ce qu'on a pu mettre en place. Merci beaucoup, beaucoup d'actions, effectivement. Et Madame Massé, de votre côté, je sais qu'il y a également eu de la formation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus des actions que vous avez mises en place? Alors, en premier lieu, ça a été une reformation ou une meilleure formation des agents du BE, du Bureau des admissions, justement pour les sensibiliser à l'importance de l'INS et par la suite au versement dans mon espace santé des documents du patient. Donc là, il y a eu des échanges à l'accueil qui ont été beaucoup plus probants à ce niveau-là et des patients qui nous ont interpellés ne sachant pas trop ou pas encore trop ce que voulait dire mon espace santé. Donc là, il y a eu du progrès de ce côté-là. Après, on a mis en place des formations systématiques pour tout secrétaire médical recruté dans l'établissement. Elle passe dans mon bureau et je fais une formation sur l'INS. Et je participe également à la journée du nouvel arrivant dans l'établissement, du nouvel agent, une fois par trimestre pour ces formations-là, et je fais une piqûre de rappel sur l'identito-vigilance et sur la qualification INS. Et enfin, là, ce que je vais mettre en place en termes de formation, c'est 1 heure par mois à peu près où les membres du personnel pourront s'inscrire à une mini formation information pour un rappel sur l'INS également. C'est très important. Je sais que... Pardon. Non, je vous en prie, allez-y. Non, je disais à destination des patients, je sais que vous aviez fait pas mal d'actions, aussi bien au niveau des convocations, même au niveau des événements sportifs. Voilà, exactement. Donc, on a sensibilisé, dernièrement, j'ai demandé à la CPAM de Haute-Savoie de venir dans nos murs pour faire une présentation de mon espace santé et de la nécessité de qualifier les INS. Donc ça s'est passé le mardi 8 octobre, si je me souviens bien. J'ai fait également, oui, une sensibilisation sur les agents ont aussi été formés sur lorsqu'il y a incohérence entre la carte d'identité et puis l'INS, comment un usager peut entreprendre les démarches pour rectifier tout ça. Donc ça aussi, c'était des choses qui n'étaient pas sues, en tout cas nous, pas du tout utilisées au départ dans notre établissement. Vous disiez aussi... au niveau des convocations des rendez-vous, je crois que vous avez rajouté voilà. aussi de préciser bien d'apporter la pièce. Oui, on a fait rajouter cette notion de nécessité de la pièce d'identité dans les convocations et dans les SMS, on n'a pas pu aller jusqu'au bout malheureusement parce qu'on est limité en caractère.
dans nos SMS, mais c'était le but également. Donc, mais au moins, ça a été rajouté dans nos convocations papier. Oui, du coup, merci. Je pense qu'on voit qu'il y a énormément d'actions qui peuvent être mises en place, aussi bien au niveau formation qu'au niveau voilà, process. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même des freins qui vous restent? Parce qu'on imagine que vous n'êtes pas arrivé à un taux de qualification de 100% quand même. Quelles sont voilà, les difficultés que vous avez encore, les actions sur lesquelles vous devez travailler dans les mois à venir? Alors, au niveau de l'organisation, j'ai vraiment mis l'accent entre ce qui peut être fait en front office et ce qui peut être fait en back office pour les qualifications d'INS. On sait bien qu'essayer plusieurs fois de qualifier un INS, ça prend du temps, donc c'est même plus possible à l'accueil aujourd'hui dans notre établissement. Donc là, je suis en démarche pour essayer d'avoir du personnel supplémentaire. Et on a un groupe de travail actuellement avec le GHT, au sein du GHT, pour voir si on ne pourrait pas mutualiser nos moyens et voir si une personne qui est extrêmement bien formée pourrait pas aller aider aussi dans notre établissement, mais aussi dans tous les autres du GHT. Voilà. Ouais, très bonne idée. Et Madame Charpie, de votre côté, quelles sont donc les difficultés qui restent encore, les freins? Les freins, déjà, c'est poursuivre les actions de sensibilisation sur mon espace santé, mais auprès des soignants, parce que ça n'a pas encore été fait. On en a parlé il y a 15 jours à la cellule identito-vigilance, donc avec le responsable qualité et moi-même, on va aller à des relèves, faire un peu refaire de l'information sur l'identito-vigilance et en même temps en profiter pour parler de l'INS et de mon espace santé. On a prévu des affichages et une communication là-dessus. C'est vrai que là-dessus, on a pêché sur ce côté-là. Il y a aussi la possibilité de mettre en place un contrat de confiance avec d'autres établissements. Pour nous, par exemple, avec les principaux adresseurs, pour faciliter la qualification de l'INS sans pièce d'identité. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place. Et aussi, si sur tous les bulletins de situation, on pouvait avoir les QR codes de la qualification de l'UNS, ça nous permettrait aussi d'être plus efficace et d'avoir plus d'INS qualifiés, en fait. Voilà. Et si une dernière chose, un des derniers freins, c'est la qualification de l'INS, elle n'est pas possible a posteriori en back-office après la sortie. Parce que si on qualifie après la sortie, ça n'envoie pas les éléments sur le DMP. Donc c'est vrai que ça pourrait être pas mal si les logiciels métiers pouvaient s'adapter et à partir du moment où on qualifie un INS, ça puisse être envoyé 2-3 jours après la sortie quand même sur le DMP. Voilà. Effectivement, la qualification est possible, mais par contre, on n'aura pas les documents d'envoyer a posteriori pour le moment. Merci bien. Avant d'en venir aux chiffres que Caroline va montrer sur l'évolution, est-ce qu'on peut avoir votre ressenti sur cette expérimentation voilà, et quels conseils vous donneriez à d'autres établissements qui voudraient se lancer dans cette démarche? Madame Le conseil. Allez-y. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en petit établissement, en tout cas au niveau du back-office, qualifier l'INS, revenir dessus, c'est faisable. Nous, c'est un projet quand même en travaillant avec les GCSRA qui nous a permis de mieux comprendre l'impact de l'INS sur le DMP. Et donc, même pour moi, ça m'a permis de comprendre ça. Et donc, après, de donner cette information aux agents. La sensibilisation à la formation, ça a vraiment fonctionné. Enfin, c'est vrai que quand l'INS est arrivé, on se demandait que c'était encore ces strates qui se rajoutaient surtout au niveau des agents. Et finalement, maintenant, c'est devenu quelque chose d'automatique. Ils revérifient, ils vont voir si c'est qualifié. Voilà. Et puis quand on aura mis en place ce que je disais sur les bulletins de situation, le contrat de confiance, on aura une meilleure fluidité entre les établissements. Donc, on aura de plus en plus de patients d'identité qualifiée en tout cas. Et on a un intérêt, en tout cas, entre nous, à partager nos bonnes pratiques pour améliorer. Voilà. Merci. Et vous, Madame Massé?
Cette expérimentation, elle a été très riche et elle n'est pas terminée. Donc voilà, très intéressante et je pense vraiment qu'il faut que les établissements de santé s'y mettent ou poursuivent leur chemin déjà fait dans ce domaine-là. Ce que je vais dire aussi, c'est que là, j'ai ces dernières semaines beaucoup travaillé sur le programme Open 2 et préparé des documents pour justement atteindre les cibles de ce programme. Et la qualification INS est un vrai sujet sur ce programme, donc c'est important de le faire. Sensibiliser aussi les patients donc à cette possibilité que les établissements ont de verser les documents dans leur espace santé. Je pense que c'est un vrai plus et une vraie action citoyenne. Et c'est très intéressant. Donc, on en voit évidemment le bénéfice de tout ce travail que l'on fait. Et d'ailleurs, voilà, je suis également responsable des archives aux hôpitaux du Léman. Et j'espère que dans quelques temps, on verra aussi moins de communication du dossier médical à faire, puisque les patients pourront eux-mêmes retrouver normalement dans leur espace santé tous les documents qui leur ont été fournis. Voilà. Merci bien pour ces retours d'expérience. Je vais rendre la parole du coup à Caroline qui va vous faire un bilan sur les chiffres. Alors très rapidement, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, on voulait quand même vous montrer ce que ça donnait en termes de chiffres, parce que c'est toujours intéressant d'objectiver tout ça. Donc pour par exemple le siège du Mont d'Or, on voit sur cette diapo que les principales problématiques du départ, vous voyez, c'était tout ce qui était organisationnel et technique. Ça, c'était au premier échantillon et on a eu quand même une baisse assez drastique de certaines catégories. Et pour la partie formation, on arrive sur le deuxième échantillon à 0% des problématiques concernaient de la formation. Donc, tout ce qui était problématique lié à la formation a réellement pu être amélioré dès le deuxième échantillon. Donc ça, c'est très, très positif. Et concernant, si on regarde en visu, une comparaison avant-après autour des entrées du mois, on voit une amélioration quand même de 2% des INS qui ont pu être qualifiés. Et d'ailleurs, si vous voyez sur le graphique, on voit que cette qualification a pu se faire dès le front office, ce qui est quand même très encourageant. Donc ça veut dire que toutes les actions de Madame Charpy sur la partie back-office de formation, sensibilisation ont bien fonctionné et que l'équipe du front office a pu engendrer plus de qualifications sans erreur. Sur le DMP maintenant, ici ça concerne les envois au DMP, on voit aussi qu'il y a une amélioration de 2%. Et d'ailleurs, dès l'envoi, dès la sortie du patient, donc du coup, ça veut dire que la partie alimentation du DMP a été aussi augmentée. Concernant le CH, enfin les hôpitaux du Léman, pardon, donc ici, il y avait la plus grosse problématique qui était liée à l'organisationnel, parce que Madame Massé vous a expliqué la situation géographique fait que la patientèle, elle est vraiment type touriste, avec beaucoup de roulements où les patients n'ont pas forcément leur pièce d'identité, ne restent pas forcément sur place et ne reviennent pas forcément. Malgré cela, on voit que les actions ont porté leurs fruits puisqu'on a une amélioration quand même de 1,2% sur la qualification totale de l'INS sur les entrées du mois, avant et après le plan d'amélioration. Et on voit que par contre, les patients qui ont été impactés directement par cette amélioration ont un fort impact sur les patients qui sont concernés par l'alimentation du DMP et qui ont pu bénéficier, vous voyez, d'une augmentation en tout de 6%. Donc, c'est assez positif. Il reste quand même encore des problèmes de formation à la suite du plan d'amélioration, mais ça, on l'a compris que le nerf de la guerre côté hôpitaux du Léman, ça allait être clairement un renfort de l'équipe. Sans renfort de l'équipe, on pourra difficilement un peu
mener toutes ces actions de formation répétitive, régulière, d'organisation du back-office avec une revue hebdomadaire, etc., comme ce qui a pu être fait au CH du Léman, mais au CH du Mont d'Or, je vais y arriver. Mais on a quand même bon espoir avec tout ce que nous a dit Madame Massé que ce renfort-là, dans les prochains mois, va encore continuer d'améliorer les résultats. Voilà, un petit rappel, Céline va vous faire un résumé des mesures clés à retenir pour avoir toutes les données en main pour vous permettre d'avoir le meilleur taux d'INS qualifié. Et je te laisse la parole. Oui, je vais aller assez vite parce que je vois qu'il y a des questions en plus dans le chat, donc il faut qu'on garde un petit peu de temps pour y répondre. Donc, toutes les mesures clés, là, on en a déjà parlé au cours de l'interview. Donc, ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est l'organisation d'un back-office qui permet de reprendre les cas un peu compliqués, parce qu'effectivement, en front office, on ne sera pas capable de le faire par manque de temps. Alors, on vous a parlé des astuces dans la recherche de l'INS. Alors là, on ne peut pas rentrer trop dans les détails parce qu'effectivement, il faut les comprendre pour pouvoir les utiliser. C'est quand même un peu délicat par rapport à l'identité-vigilance. Mais effectivement, le fonctionnement du téléservice fait que si on fait volontairement une erreur au prénom, donc par exemple en rajoutant une lettre à la fin du prénom, on va possiblement récupérer l'INS du bon patient sans erreur. Donc ça, je le détaille beaucoup plus dans des webinaires qui ont déjà été réalisés dans le cadre de l'accompagnement pour le Ségur. Et il va y avoir aussi d'autres webinaires qui vont être faits à partir de novembre. Donc voilà, on vous donnera les informations pour que vous puissiez y assister. Au niveau énormément d'étapes à faire sur la formation et sur la sensibilisation de l'INS, aussi bien des soignants que des patients d'ailleurs. Effectivement, Madame Charpier en a parlé au niveau de la collaboration avec les établissements sanitaires adresseurs, avec le Data Matrix en particulier, et de faire un contrat de confiance avec les établissements avec lesquels on travaille, permet de faciliter la qualification de l'INS. Donc ça, c'est pareil, on va avoir un webinaire qui détaillera plus ces aspects-là en début d'année prochaine. Et également donc beaucoup de communication à faire sur les patients pour qu'ils comprennent et qu'ils aient plus le réflexe d'apporter leurs pièces d'identité, par exemple. Voilà, et donc l'idée qui est très importante aussi, bien évidemment, d'avoir une équipe qui soit suffisamment étoffée et d'essayer de réfléchir au niveau des GHT, aussi bien au niveau de l'harmonisation des bonnes pratiques d'identité-vigilance, mais également éventuellement la mutualisation d'un poste qui puisse permettre de traiter les cas compliqués et d'aider pour mettre en place des opérations transverses entre les établissements. Voilà, juste avant de vous laisser la parole sur les questions, juste vous donner quelques éléments sur l'accompagnement SARA et plus largement en région, parce que l'ARS va aussi mener beaucoup d'actions autour de l'INS dans les prochains mois. Sur cette expérimentation, côté GCS SARA et aussi côté ARS, on aimerait la renouveler. Et donc, on vous propose un accompagnement. Pour le moment, donc, on a identifié 8 places possibles en termes de disponibilité de notre côté qui nous permettrait vraiment de renouveler le projet. Donc, on aimerait bien accompagner un pilote pour en tout 8 GHT ou 8 groupements d'établissements. L'idée, c'est que ce pilote ensuite reproduirait la méthode sur l'ensemble des autres établissements du GHT ou du groupement d'établissements. Si vous êtes intéressé et que vous êtes concerné par les critères d'Open 2 notamment, et que vous avez des difficultés à atteindre ce taux de 80% qui est demandé comme cible pour Open 2, n'hésitez pas à vous manifester. Donc là, sur la diapo qui vous sera envoyée après, vous avez l'adresse qui a été créée pour le programme Open 2 au niveau du GCS SARA. Et n'hésitez pas à vous manifester. L'accompagnement durerait 4 mois environ, comme je vous ai présenté un peu la méthode, de janvier à avril 2025. Côté établissement, ce qu'on demande, c'est d'avoir quand même un référent GHT
un référent GHT Identito-Vigilance, un référent du bureau des entrées de l'établissement qui serait pilote, et si vous avez un chef de projet INS, parce que ça demande quand même une certaine implication côté établissement. Donc voilà, manifestez-vous, on reviendra vers vous rapidement pour vous dire si on peut vous accompagner, et on attend vos messages assez rapidement. Il y aura aussi des webinaires régionaux dont parlait Céline, sur des thématiques qui finalement concernent un peu toutes les mesures clés qu'on vous a présentées. Le public attendu, ce sera les référents du bureau des entrées et d'identito-vigilance. Et on va faire un format un peu plus court que d'habitude, 30 minutes entre midi et 2, une fois par mois. Vous allez recevoir bientôt les dates de ces webinaires qui seront communiqués par l'ARS. Et ensuite, le GCS Sarah continuera à accompagner les établissements qui auront besoin d'aide, notamment sur le programme Open 2 pour les indicateurs ou la compréhension du programme. On aura aussi des webinaires qui seront co-organisés et co-animés avec l'ARS sur ce sujet-là. La dernière diapo, on ne va pas la lire ici. On vous a remis un peu toutes les ressources importantes. Si vous avez besoin d'avoir des informations autour de l'INS, on vous a remis aussi nos contacts, ainsi que celui de l'ARS. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions un peu spécifiques en dehors de cette présentation et des prochains webinaires qui auront lieu. Merci. Je propose qu'on arrête là, il est bientôt 14 h. Merci encore aux différents intervenants, Madame Massé, Madame Charpie. Merci, merci Céline et Caroline. Merci aussi à vous. Je vous souhaite une bonne journée. On vous mettra à disposition les supports, bien entendu, et puis surtout les contacts. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous. Bonne fin de journée.